Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonjour à toute la grande famille d'Info Télévision et à toute la grande famille du débat. Justement, nous sommes à 10h passé d'une petite minute. Mesdames et messieurs, bonjour. Le débat s'invite encore chez vous ce matin pour parler de l'actualité au Cameroun et même au-delà. L'actualité au Cameroun tournera pour la première partie sur deux temps majeurs. On parlait déjà de la disponibilité de la deuxième tranche pour le financement de la campagne électorale de l'année 2020. On va parler de cela en quelques minutes. Mais à côté de ça aussi, l'actualité, c'est la réception de Monseigneur Cléda par le Premier ministre chef du gouvernement. C'est en vue de la fluctuation des éléments pouvant concourir à la découverte ou alors à la mise à disponibilité d'un remède efficace contre le Covid-19. Du moins, nous imaginons que c'est ce qui se sont dit oui. Ce n'est pas l'imagination. Ils ont parlé justement de cette découverte, Monseigneur. Mesdames et messieurs, nous aurons le temps d'en parler avec nos différents panélistes. À côté de cela aussi, nous allons revenir, quoique un peu en retard, mais mieux vaut tard que jamais, sur la célébration de la journée mondiale consacrée à l'Afrique. Le continent est-il autonome, est-il indépendant jusqu'à nos jours? Et ça pour toujours. On va s'interroger là-dessus. Ça sera dans le cadre de votre émission, le débat de ce matin. Avant de savoir avec qui je partage le plateau, je voudrais d'abord reprendre cette petite virgule et après nous reviendrons tous ensemble sur ce plateau. Merci déjà pour toutes les disponibilités techniques engagées par l'équipe qui est chargée de cette phase, mesdames et messieurs. Nous sommes donc ensemble désormais et ça c'est jusqu'à 11h passées de 52 minutes avec naturellement une pause à laquelle nous accorderons toute notre sympathie à nos différents partenaires. Le temps pour nous aussi nous sera donné pour visiter ce que nos confrères nous ont envoyé comme nouvelles à travers la revue de presse. Chers téléspectateurs, je vais commencer par souhaiter la bienvenue à mon panel. Je commencerai par l'extrême gauche. Valérie Bertrand Bessala, bonjour. Bonjour Monsieur Fangono, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à tous vos illustres panélistes ici présents que je vous laisse le soin de présenter. Merci. Toujours ravi d'être parmi vous. Bonjour. Bonjour Jean-Bruno Fangono, bonjour à Valérie Bertrand et au reste du panel, à nos téléspectateurs de plus en plus nombreux. Je m'en voudrais de ne pas commencer pour ce premier jet, par présenter mes voeux de prompt rétablissement au PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Vin, et souhaiter par la même occasion
Mais une fois de plus, mes condoléances pour le décès de son géniteur. Et j'en profite aussi pour souhaiter un prompt rétablissement à toutes les personnes qui sont souffrantes et que la grâce du bon Dieu les accompagne. Merci. Patrice Bilois, ici, bonjour. Bonjour, moi je commence et je le dis, je déclare tout de go que je commence par un coup de gueule. Je ne sais pas pourquoi nous sommes prisonniers des dogmes scientifiques. On parle depuis un certain temps et le monde entier en parle du Covid-19 et nous avons des gens au Cameroun qui peuvent soigner cette histoire, mais on n'en parle pas, on ne les encourage pas, mais on sort 4 milliards pour les véhicules des députés. Ici, tout à côté de nous, et en Balmayo, il y a un monsieur dont je tais le nom parce qu'on pourra croire que je lui fais la publicité, qui depuis 2004 a trouvé un remède qui soigne le paludisme. Mais nous continuons à aller dans les pharmacies pour acheter des remèdes qu'on change tous les 3 mois. Or, nous avons au Cameroun quelqu'un qui a trouvé un remède, mais nous ne faisons rien parce que peut-être ce n'est pas adossé à des éléments scientifiques probants, comme le dit l'Organisation mondiale de la servitude. Non, j'ai dit, il est temps qu'on encourage tout ce monde. Merci. Monseigneur Cléda, celui de Balmayo et les autres. Ambroise Médard Manga, bonjour. Vous nous avez manqué hier, aujourd'hui. Vous avez trouvé le temps pour partager avec nous ces différentes réflexions. Et aujourd'hui, vous êtes là. Je suis là, vous savez, PDG supérieur, j'ai beaucoup de Ça, alors, il est fort, le titre. responsabilités. Il faut courir de gauche à droite. Gérer une entreprise, c'est pas aussi facile. Mais je suis là aujourd'hui pour partager ce qu'il y a de mieux avec nos téléspectateurs sur l'actualité qui a cours au pays et au-delà de ses frontières. Ah oui, je voudrais plutôt commencer par la PDG supérieur. C'est quoi? PDG supérieur, c'est un nouveau titre que je viens de mettre sur le marché de l'emploi, de l'entrepreneuriat. PDG supérieur, vous savez que dans une entreprise, il y a des directeurs, il y a des hauts responsables. Alors, PDG supérieur, c'est celui qui se surpasse, celui qui paie les salaires, celui qui sait que le collaborateur existe et celui qui a la foi en Dieu. C'est lui le PDG supérieur dont je suis. C'est un titre qui sera labellisé dans les prochains jours. D'accord. Bien, Valère Bertrand Bessala, vous n'êtes pas un PDG supérieur, mais vous êtes le président d'un parti politique. Je suis comme vous m'avez appelé avec mon petit nom. C'est bon. Mais vous êtes un président de parti politique, oui. On nous parle de la disponibilité désormais de la deuxième tranche concernant le financement de la campagne électorale de l'année 2020. Ben oui, mais mon parti n'est pas concerné puisque j'ai eu 0, donc j'ai pas eu de représentant. J'ai pas eu de représentant ni à l'Assemblée nationale, ni aux communes, ni de conseil dans les communes. Donc, Jouvence n'est pas concerné. Non, pourquoi SIA, est-ce que je suis blessé? C'est la réalité de notre pays. La loi, c'est la loi. Donc, la loi a prévu que avant la campagne, on vous donne une première partie, tous confusément, tous ceux qui sont en lice. Et après la campagne, après les résultats, la seconde partie de la campagne ne concerne que ceux qui ont obtenu un résultat. Donc, j'ai pas quand je dis ceux qui ont obtenu un résultat, c'est en termes d'élus, parce qu'au moins, même si on a échoué avec 19,65%, c'est un résultat, mais on parle des résultats en termes de représentativité à l'Assemblée nationale ou alors dans les mairies. Donc, Jouvence n'est pas concerné, mais il faut quand même déplorer le fait que on ne devrait pas appeler cet argent-là financement de la campagne, après la campagne. Parce qu'en fait, un financement de la campagne suppose qu'en fait, on soutienne les efforts des partis en lice par la campagne, indépendamment de tout ce qui va se passer. Parce qu'en fait, c'est ça qui devrait être le principe, parce que tout le monde a eu à dépenser à la hauteur de ses moyens. Et si on dit de soutenir, on doit soutenir la campagne et non l'après-campagne, parce que ça ne devrait plus s'appeler financement de la campagne, mais peut-être financement des efforts ou des résultats
de la campagne. Parce que c'est ce qu'on devrait faire. Donc je crois qu'à ce niveau, au moins, la loi n'a pas été très conséquente. Mais il faut dire qu'il est important toujours de saluer ce geste-là qui arrive au moins malgré les difficultés que rencontre l'État. C'est-à-dire à se pouvoir soutenir certains pans, non seulement de l'économie, de la société, du social et de tous les autres éléments que vous pouvez évoquer. On évoquait encore récemment les députés à l'Assemblée nationale, ce sont les dépenses normales, vous voyez. Donc c'est aussi à saluer que l'État fasse cet effort-là, au moins d'honorer cet engagement. Parce que quand la loi a dit financement de la campagne, avant la campagne et après la campagne, et que même si on est à l'orée du mois de juin, mais que cet argent arrive quand même, c'est un ouf quand même pour ces partis, pour ces autres partis qui vont quand même en bénéficier. C'est très important. Donc il faut déjà saluer cet effort de l'État-là qui essaye de tenir ses engagements et surtout d'appliquer les textes dans toute leur froideur. Il faut quand même aussi dire qu'il ne faut pas le perdre de vue. Il y a déjà aussi quand même le financement des partis politiques en lui-même qui s'en viennent déjà, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement ponctuel pour les échéances politiques, c'est ce que nous appelons le financement de la campagne. Et il y a aussi le financement normal des partis politiques, qui est un financement annuel. Donc je crois qu'il est déjà quand même dans le pipe aussi. Et là maintenant, peut-être il va aussi concerner mon petit parti et bien entendu encore ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale et dans les municipalités. Donc c'est important de saluer ce geste-là de l'État. On ne va pas peut-être toujours s'offusquer de ce que la loi est mal faite, mais c'est aussi à nous de travailler pour que la loi change, qu'elle soit plus équitable. Donc je ne peux pas m'offusquer de cela outre mesure. Merci. Sinon, oui, Ulysse, je vais vous passer la parole, mais je reste avec Valère parce qu'il est tout de suite interpellé par ce téléspectateur qui nous salue. Bonjour à vous et à tous vos panélistes depuis Marois. Je salue respectueusement Monsieur Bessala, à qui j'aimerais savoir, donc peut-être poser la question, le pourquoi de la création d'un parti politique maintenant et pourquoi pas pendant qu'il était à la mangeoire. Fabien Kamga, depuis Marois. J'ai jamais été à la mangeoire. Je ne sais pas ce qu'il appelle il appelle mangeoire. Donc s'il me connaît très bien, il sait quel genre de collaborateur, quel genre d'administrateur j'ai été. Donc ayant été au commandement territorial en tant que premier agent préfectoral, c'était mon premier poste à Marois, sous-préfet par intérim à mairie et un peu ailleurs et tout ça. Je suis remonté inspecteur régional à Garoua. Donc toute ma carrière, comme il doit peut-être savoir, parce que s'il pose la question, il connaît toute ma carrière, il sait que je ne suis pas quelqu'un dont on plie les chines. Donc j'ai été relevé 2 fois de mes fonctions, il doit le savoir, et pour des objectifs, pour des choses qui ne marchaient pas droit. Donc j'ai accepté de perdre mes privilèges, parce qu'effectivement je ne voulais pas céder à ce que quand on est à un poste très élevé, qu'on bénéficie des privilèges de l'État, qu'on soit celui qui souffle le chaud en journée et dise aux populations je travaille pour Paul Biya et l'État, et la nuit on travaille pour Boko Haram. J'ai dit je ne peux pas céder à ça tant que je serai à la préfecture, secrétaire général de la préfecture. Donc cela m'a valu qu'on me coupe la tête. Et ben, on m'a coupé la tête. Mon patron qui était préfet, même allé en Bouddha, c'était comme une sanction aussi. Ben, moi j'étais relevé puisque j'étais le maillon faible de l'affaire. Donc c'est connu. Quand je suis inspecteur régional à Garoua, on le sait aussi. Quand j'ai créé le parti politique l'année dernière, on a jugé que non, on ne peut pas être fonctionnaire et créer un parti politique. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Mon bureau a été scellé carrément avec tous mes effets à l'intérieur, mes tenues de commandement et tout. Et ben j'étais dans ma petite résidence que l'État m'a donnée, je vadrouillais dans ma voiture, mon 4x4, j'allais faire des cours d'anglais. Après je suis rentré à Yaoundé, je me suis dit bonne nouvelle, je suis venu pousser mon parti jusqu'aux élections. Vous connaissez déjà l'histoire, et puis on a suspendu mon salaire. Donc, mais je me suis dit, je ne vais pas me décourager. Donc voilà, je veux juste qu'ils comprennent, je veux juste que le téléspectateur comprenne que si j'avais voulu vraiment être comme tous les autres, je serais resté tranquille dans mon coin et puis attendre qu'on me nomme aussi plus haut et tout ça. Donc ça ne m'intéresse pas. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme de principe et je me dis que si Dieu m'a donné la chance d'être ce que je suis, d'avoir un peu quelque chose, une petite joie dans la tête, je dois la mettre au service de ceux qui sont les plus petits et donc ne pas attendre forcément que je viens de le dire tout à l'heure. Et puis, monsieur Eifa, je sors par là. Beaucoup de gens ne savent pas une chose. Quand on est administrateur civil, on a réussi sa vie avant même d'être sorti de l'ENAM. Donc, on n'a même pas besoin de faire trop d'efforts. Donc, que je le fasse, je crois que je reste moi-même. C'est ça le plus important parce que je sais d'où je viens. Je ne suis pas né avec une cœur en or dans la bouche. Mais je me suis dit, même si j'arrive là où je suis, je dois aider ceux qui n'ont pas pu être comme moi à être mieux dans la vie. S'il te plaît, oui, Patrick. S'il m'avait appelé, je lui aurais envoyé une bague
il la met, et il met une sorte de pochette, et puis il se photographie comme ça, il n'aurait jamais eu la bague et la pochette, Ça, il c'est n'aurait certain. jamais eu de problème. Ça, c'est certain. Oui, Willy, justement, j'ai promis vous remettre la parole tout à l'heure et ça, je le fais maintenant parce qu'on parlait de la disponibilité de cette deuxième tranche du financement pour la campagne électorale de 2020. Pour les politiciens, on applaudit, mais à ce niveau, on ne dit pas que le Cameroun est face à la pandémie du Covid. Ah, mais vous êtes intelligent, monsieur Fangono. Parce que vous chutez justement parce ce qui devait soutenir mon propos. Parce que j'ai été la cible de nombreuses critiques, et même des gens qui me prêtaient certaines idées ou certaines filiations avec les députés, parce que j'ai défendu favorablement le fait qu'on ait décidé de leur octroyer une dotation. Maintenant, M. Vala Bessala salue l'acte du gouvernement, mais je voudrais savoir si la pandémie est terminée. Hein? Cet acte arrive au moment où on est toujours en pleine pandémie. On va donner de l'argent à des présidents, à des responsables de partis politiques. Entre-temps, le peuple continue de manquer de cache-nez, le peuple continue de manquer d'eau, le peuple continue de souffrir des coupures intempestives d'électricité. Non, déjà, il faut aussi, à la suite de Vala Bessala, dire que, effectivement, je peux le comprendre quand il dit qu'on ne devrait plus parler de l'argent alloué aux partis politiques pour la campagne électorale, puisque la campagne électorale, elle est passée. Non. C'est un reliquat, en quelque sorte, puisque l'État s'est rendu compte de ce que, dans la malice qui caractérise souvent certains d'entre nous Camerounais, il y a des gens qui s'inscrivaient pour des échéances électorales simplement pour des besoins pécuniaires. C'est-à-dire que, vous voyez un monsieur qu'on a connu ni d'Adam ni d'Ève, qui débarque un jour avec un parti politique, il s'inscrit dans la campagne, et on lui verse une subvention au titre de cet accompagnement de l'État dans les campagnes. Donc, pour essayer d'écarter ce genre de personnes, l'État a dit, OK, on vous octroie une première subvention pour la première partie de la campagne, et après, au prorata de vos résultats, on vous verse la seconde partie. Et vous allez voir que là, ça devient sélectif. Ça devient sélectif, et il parlait justement de cet accompagnement ponctuel auquel ont droit les partis politiques. Et même là aussi, il faut dire qu'il y a des critères. Il y a des critères de sélection. C'est vrai que ça m'échappe un peu. Lorsque je vais me redocumenter, je vous dirai quels sont véritablement les critères, parce que ce n'est pas forcément tous les partis. Parce qu'il y a aussi un quota de représentativité qui est inclus dans les critères. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui se limitent au président du parti, à son épouse et ses enfants et quelques cousins, et se réclame être un parti politique. Bon, ça aussi, c'est un autre vent. Non, je reviens sur votre question simplement pour dire que voilà autant de choses. C'est-à-dire que l'État est dans une dynamique de ce que j'appelle ici de la satisfaction de son devoir. Parce que quand je parlais de cette dotation aux députés, soit dit en passant, c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Et hier, en parcourant certaines de mes archives, je me suis rendu compte que ce n'est pas une grande première dans notre pays que le chef de l'État décide de faire une dotation aux députés. Mais sauf que ça fait écho parce que nous sommes dans une période sensible, une période de crise sanitaire. Par le passé, ça passait comme lettre à la poste, personne ne s'en offusquait. Donc, il faut qu'on dise déjà que c'est un devoir de l'État que d'accompagner, comme ils l'ont fait les députés, mais d'accompagner aussi les partis politiques qui jouent un rôle dans la vie politique de notre pays. Oui, je voudrais dire que je commence à penser que cette corruption rampante vise un but. Et il ne serait pas exclu que la prochaine Assemblée reçoive des textes qui ne pourraient pas plaire à tout le monde, mais comme tout le monde a été caressé dans le sens du poil, à ce moment-là, on vote le texte. Parce que c'est vrai, c'est une loi, mais elle pouvait attendre la satisfaction de ces gens. Quand on dit, nous avons déjà parlé de 4 milliards, et maintenant, c'est dans la même direction que va cet argent.
Donc, moi, je crois que cette corruption rampante du gouvernement vise une chose. Quand les projets de loi vont commencer à tomber, je crois qu'on pourra voir plus clair. Alors, Patrice Biloa, ici, moi j'aimerais insister là aussi. Vous avez peut-être votre salaire que vous devez percevoir à la fin du mois. Vous allez attendre parce qu'il y a la crise sanitaire pour dire, bon, c'est pas le moment de me rendre ce qui m'est de droit. Non, il faut comparer des choses comparables. Le salaire, c'est j'allais dire cette générosité. Ils ont droit. Ils y ont droit. Je dis que ça pouvait attendre parce que ce n'est pas un salaire. Le salaire suppose que vous vivez de cela. Mais maintenant, ceux qui ont été élus ont leur argent, et en plus, on vient de leur octroyer un bonus inexplicable. Et maintenant, c'est l'argent qui arrive. Je dis, ils en ont droit, mais ça pouvait attendre. Moi, je ne vois pas le caractère, comment je pourrais dire, je ne sais pas pourquoi ça ne pouvait pas attendre. Parce que ceux à qui cet argent est destiné ne meurent pas de faim. Bien, la suite, c'est quand on va aussi parler de la réception de Monseigneur Kleda par le Premier ministre, chef du gouvernement. Il y a quelques jours, soit le 19 mai dernier, le chef de l'État, Paul Biya, prononcé un discours. Et pour certains analystes, ils ont dit que le chef de l'État aurait oublié ce côté-là, d'encourager ceux qui sont camerounais et qui s'investissent pour les recherches sur un éventuel remède pouvant nous faire oublier le Covid-19. Et quelques jours après avoir déclaré qu'au moment où le gouvernement sera au courant d'une possibilité d'avoir quelqu'un ou alors un remède dans le même sens, il ne tardera pas à l'accompagner. Voici l'acte joint à la parole. On peut le dire comme ça. C'est à mon appel lundi, à l'émission de lundi, que le président était au courant de ce que nous avions dit ici. Et il reste seulement qu'il m'appelle pour le prochain gouvernement que le Cameroun doit avoir. Donc, j'ai parlé ici en disant que le président est resté évasif dans son discours. Moi, j'analyse les faits et gestes, j'analyse les mots. Quand j'ai suivi le discours du président de bout en bout, il n'y avait rien à se mettre sous la dent, objectivement. En tant que journaliste, je n'ai rien capté de très sérieux dans ces discours. Ceux qui ont écrit sont restés superficiels. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, quand on est venu ici lundi, les services de renseignement ont répercuté la nouvelle où j'ai demandé au président de clarifier la situation de Kleda aux yeux du monde. Et hier, vous avez vu le tweet du Premier ministre sur haute instruction. C'est ce qu'on aime au Cameroun. Ça, c'est une forme de corruption linguistique. Haute instruction veut dire quoi? Le président n'a qu'à dire je reçois Kleda au palais de l'unité. C'est sous-estimer ce que ce prélat est en train de faire. La vie des Camerounais en dépend. Et le faire recevoir par le Premier ministre, c'est là il y a un problème. Kleda devrait être reçu au palais de l'unité comme l'ambassadeur de France. Je ne le sous-estime pas, mais vous avez vu des sous-fifres qui viennent de l'Occident être reçus au palais de l'unité. Quand il s'agit d'une question de santé publique, le président de la République devrait se mouvoir au premier rang. Certes bien, il a reçu, il a fait recevoir Monseigneur Kleda par le Premier ministre, c'est déjà quelque chose, mais il faudrait qu'on commence à nous responsabiliser et à nous valoriser. Monseigneur Kleda au palais de l'unité, c'est un lieu d'espoir pour le peuple camerounais qui est à la quête de sa santé aujourd'hui. Je disais ici lundi qu'il faudrait qu'on se surpasse des analyses scientifiques. Parce que la science, je ne sais pas qui la détient. Étant entendu qu'elle repose soit sur l'humanité. C'est quelqu'un qui se lève pour faire certaines recherches et qui arrive à soit convaincre ou soit ne pas convaincre, soit à prédire. Mais maintenant, il y a des intelligences. Chacun. C'est pour cela que je vous dis toujours que je refuse qu'on dise que la philosophie est une matière. Je le refuse sur ce plateau de télévision parce que tout le monde est né philosophe. Donc, quand on a des intelligences, vous avez la vôtre,
Willy Kara, la tienne, la sienne, Sa Majesté, le patriarche, a son intelligence. C'est la somme des intelligences qui fait en sorte qu'on puisse aboutir à certaines choses. Et ça, nous avons ces intelligences ici chez nous au Cameroun. Donc, j'ai dit ici qu'on on terminait avec le Covid-19 en une semaine. Une semaine voudrait dire que Cléda, Monseigneur Cléda a le médicament, Madame Payou a le médicament, l'autre Kamdem a le médicament. On prend des sujets atteints du Covid, on les isole dans des chambres et on les administre ces potions magiques. Au bout de 3 ou 4 jours, on va voir comment les sujets se comportent. C'est aussi simple que ça. On a l'habitude de dire ce que les autres ont dit ailleurs, que le maçon sera jugé au pied du mur. Jugeons donc le maçon au pied du mur. Monseigneur dit qu'il soit, Cléda dit qu'il soigne. On prend des sujets atteints, on les isole, on administre à chacun des sujets cette potion magique. On prend pour Payou. C'est aussi simple que ça, au lieu d'aller prendre des milliards. Et je voudrais dire, comme vous n'avez pas donné la parole sur l'affaire des députés, moi je viens sur ce plateau pour vous dire que le Cameroun a suffisamment d'argent, il n'y a pas de problème d'argent au Cameroun. Les prêts que le Cameroun part faire au FMI, c'est pour entourlouper les Camerounais. Nous avons suffi. Le pétrole camerounais, vous ne savez pas comment il est géré. Qui utilise l'argent du pétrole camerounais, ça rentre dans quelle caisse? Personne ne peut vous le dire en dehors du chef de l'État. Et quelques personnes qui sont nommées à des postes pour gérer. L'argent du pétrole n'est pas consommé par les Camerounais dans l'ensemble. Quand le président, à chaque fois, il débloque 1 milliard, il prend l'argent où? Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir. Et puis, on a parlé d'un don de 2 milliards l'autre jour. Vous avez vu dans son discours, il n'a pas abordé cet aspect. Donc, pour le Cléda, c'est déjà une grande avancée. Voilà. Que tout le monde accourt, que tout le monde vienne chez Cléda. Le gouvernement prend 5 milliards, 10 milliards. Willy Kak, on met à la réception de Cléda à la primature, c'est une avancée. Là, c'est des histoires. C'est des histoires. Vraiment, c'est du tape à l'œil pour rien. Ah bon? Non, c'est du tape à l'œil. Moi, il faut arrêter. Nous sommes en pleine crise sanitaire. Au lieu de nous embrouiller les esprits avec les histoires sur haute instruction du chef de l'État, on a reçu Cléda. Je crois que Monseigneur Cléda a donné assez suffisamment d'informations sur son médicament pour qu'on sache ce dont il s'agit. Et ce dont il s'agit maintenant, c'est de l'accompagner financièrement. Les réceptions, là, ça ne nous sert à rien. Pendant qu'on le reçoit, il y a des gens qui meurent de Covid-19. On le reçoit pourquoi encore? Il a initié un test sur l'instruction du ministre de la Santé auprès du comité scientifique camerounais qui, depuis près d'un mois, n'a pas encore révélé ses résultats. Mais on attend quoi? On vous dit qu'il faut attendre l'aval de l'OMS. Mais écoutez, arrêtons un peu avec ces histoires de servitude à l'Occident. On a besoin de faits. À l'heure où nous sommes là, la situation est grave. Nous sommes en train de dépasser le cap de 5000 personnes infectées. Nous sommes en train d'aller aujourd'hui dans le classement des 7 en Afrique. Le Cameroun est 2e. La situation est critique. L'heure n'est plus aux réceptions, au discours. L'heure est à l'action. Laissez-nous les histoires. On a reçu M. Cléda en Mondo Vision. On vous fait les reportages. Ce dont il est question, on vous a dit ici. Construisez autour de Monseigneur Cléda soit des laboratoires efficaces, soit un accompagnement. En dehors de M. Cléda, on parlait de Dr Payou, on parlait de M. Bengonoké qui est à Balmayo. Accompagner ces personnes, comme le disait Médard. Laissez-nous les réceptions, là, ça ne nous sert à rien. Patriarche, ce sont des histoires, la réception de Monseigneur Cléda. Effectivement, c'est même très dangereux. Ah bon? Parce qu'on connaît les Camerounais. Même si, sur très haute instruction du président de la République, on demande de donner 1 milliard à Cléda, on n'est pas sûr que la douane ne va pas retenir 200 millions. Et non, c'est dans nos habitudes. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire. Donc, il est important que ce soit le président lui-même qui reçoive le Monseigneur Cléda. Sauf si le président est dans l'incapacité de le faire. Mais je ne crois pas
puisqu'il reçoit ses... Il reçoit les ambassadeurs. Et les C'est ambassadeurs. pas le président des ambassadeurs, c'est le président du peuple camerounais, le peuple souffre. Effectivement. Donc, le contact doit être direct pour éviter les glissements des aides. Voilà. Valérie Bertrand. Oui, moi je crois qu'en fait, je ne sais pas pourquoi vous trouvez que la réception de M. Kleda est une mauvaise chose en elle-même. On ne va pas infantiliser quand même le président de la République et même la fonction présidentielle. Il faut déjà vous-même considérer, je sais que le patriarche lui a l'habitude de le dire ici, le président a déjà un certain âge. Donc il y a quand même, vous ne lui demandez pas de faire ce que ses collaborateurs peuvent faire. Et puis je crois que le ministre de la Santé s'était déjà téléporté vers Kleda. C'était déjà il y a, je crois, 2 semaines, je parle sous votre contrôle, M. Fangonon. Un peu plus. Et une fois que le président a déclaré ce qu'il a eu à déclarer, il a instruit donc le Premier ministre de recevoir M. Kleda. Il faut savoir que quand on est au sommet d'une pyramide, on ne reçoit que des choses pures. Ça que je voudrais d'abord qu'on se comprenne dessus. Cela vaut tant pour l'administration que pour tout autre élément dans la société. Quand on est un chef, on ne touche et ne reçoit que ce qui est pur. Quand je dis pur, ça ne veut pas dire... Produit fini. Fini, je veux dire en fait que on ne reçoit que des choses dont on a des certitudes incontestables. Ça veut dire que le président ne peut recevoir M. Kleda que lorsque tout le processus de clarification de son médicament a été achevé. C'est-à-dire qu'on est certain que M. Kleda a effectivement trouvé un médicament qui peut être mis à la disposition de la population et là, le président peut en parler, il peut le recevoir. Quand vous prenez par exemple le cas de Madagascar, le président malgache prend le médicament, il le boit devant vous. Il dit, voilà le médicament qu'on a trouvé et je l'impose à toute la population. Donc pour le moment, on n'est pas au fait de la procédure de test et de certification du médicament de M. Kleda. Et encore que l'État a déjà toléré l'administration de ce médicament aux populations parce que nous sommes en situation d'urgence sanitaire. Donc l'État, sous réserve de tester tous les médicaments et de s'assurer effectivement qu'il est bon, a déjà quand même commencé à libéraliser son utilisation. Donc recevoir M. Kleda au niveau de la primature est déjà une étape pour que l'État de montrer effectivement qu'il est celui qui est en pole position des chercheurs nationaux et dont le produit donne davantage de fiabilité. Donc je crois que nous n'allons pas vite en besogne. On le recevra certainement quand ce sera peut-être déjà conclu au niveau de la certification. Et peut-être même qu'en le recevant par le président de la République, ce sera une fois peut-être pour le récompenser. Parce qu'en fait, quand vous avez déjà... Parce que M. Kleda a commencé déjà à soigner. Donc, en le recevant, il ne sera plus question forcément de dire que effectivement votre médicament, on a la certitude qu'il a des résultats. Ce sera aussi une façon de lui dire mes félicitations, monsieur l'archevêque. Donc, je crois que c'est ça qui est le plus important. N'allons pas vite en besogne. Je crois que c'est déjà un geste dans l'administration. Un chef au sommet de la pyramide est une entité pure qui ne peut recevoir que des choses pures. Maintenant, je voudrais aller dans une autre logique, monsieur Kak, patientez. Je voudrais aller dans une autre logique pour dire que quand on parle de la médication dans ce contexte-ci, il faudrait plutôt interroger les voies et moyens qui ont été pris au niveau du ministère de la Santé pour pouvoir collecter, à rassembler tous les chercheurs qui s'intéressent justement au Covid-19. On parle par exemple de M. Moyomba. Le patriarche me l'a fait découvrir, à travers les réseaux. On parle de Dr Payou que je connais, j'ai partagé des plateaux avec elle. On parle même du Dr Yanini qui est cardiologue ici, je ne fais que parler de ça aussi. Et on parle aussi de Monseigneur Samuel Kleda. Donc l'expérience, par exemple, dont parlait tout à l'heure M. Kak tout à l'heure, est très importante. C'est-à-dire, je pense aussi M. Manga, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mettre, c'est même lui qui en parlait, il faut les mettre en situation de test. C'est-à-dire qu'il y a des malades du Covid, il ne faut pas que ce soit eux qui viennent toujours dire j'ai déjà reçu 500 personnes et 500 personnes étaient soulagées. C'est-à-dire c'est au travail du Minsanté et du Minérésie de les mettre en test sur des gens effectivement qui souffrent de la maladie et qui sont disposés à se proposer comme cobayes pour voir effectivement si ça donne.
Parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'attendre les résultats des centres de recherche, l'Institut Pasteur. D'ailleurs, même si l'Institut Pasteur trouvait que le médicament de M. Cléda était bon, il ne le dirait jamais. Parce qu'en fait, c'est des Français. Ils n'ont pas intérêt à ce que nous ayons quelque chose de tel. Donc, c'est à nous plutôt de prendre des dispositions en interne pour mettre des gens qui se proposeraient en cobaye pour dire « Je souffre de Covid-19 et comme je veux la vie, je suis prêt à prendre tout médicament. » Et on le leur donne et on voit ce que ça donne. Merci. Maintenant, sur le plan, ce que le patriarche disait tout à l'heure parlant de la douane, c'est important. Parce que je dis toujours, vous vous dites peut-être qu'on a reçu M. Cléda parce qu'il fallait en savoir, l'État sait déjà en fait. Quand le Premier ministre le reçoit, ce n'est pas pour savoir ce qu'il en est de son médicament. Il le sait déjà parce qu'il a les informations. Le président les a même déjà, vous savez. Mais je crois qu'on l'a reçu davantage pour savoir de sa propre bouche ce que l'État peut faire pour lui. Parce que c'est ça le plus important. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer tous ces émissaires à Douala et de dire « Monsieur Cléda, vous avez besoin de... » C'est là où la douane va intervenir. Or, quand Monsieur Cléda va dire « J'ai besoin de 300 millions de francs pour agrandir la batterie de laborantine, ainsi de suite, on viendra dire au président c'est 1 milliard. » Donc, il est important que lui-même vienne à la primature dire au numéro 2 de l'exécutif, qui est le collaborateur du président, que le président reçoit tous les vendredis, et de dire au Premier ministre, il me faut ceci et cela pour pouvoir rendre l'affaire plus intéressante. Ça, c'est intéressant. Je vous passe des anecdotes. Par exemple, où un directeur du cabinet civil a été poursuivi au pilon par une première dame à la présidence de la République, parce qu'effectivement, on lui avait donné de l'argent pour aller donner à quelqu'un d'autre, et le gars, il a coupé non pas la moitié, mais il a coupé les 4/5 de la somme, et vous savez, les gens ont toujours leur réseau. On appelle Madame la première dame, vraiment, je vous remercie pour les... je vous tais le chiffre pour les que vous m'avez envoyé. Quoi? Vous m'avez envoyé combien? Et c'était parti avec le pilon et un foulard attaché au rang. Vous pouvez vous imaginer. Donc je pense que le président a des leçons de ces choses-là. Merci. Et il faut éviter ce genre de situation. Valère Bertrand, je vois Ulika que... Oui, je brûle d'envie. Mais les explications de M. Valère Bessala me reconfortent dans ce que je suis en train de dire, que cette réception, c'est du folklore. Parce que l'État a assez suffisamment d'informations sur le protocole de traitement de Monseigneur Cléda. Ce dont il est question, c'est de passer à l'action. Parce que, si vous me dites, le Premier ministre est quand même... Alors, il est à la tête d'un gouvernement dans lequel nous avons le ministre de la Santé qui a rendu une visite avec toute une délégation constituée de conseillers techniques et même d'experts à Monseigneur Cléda. Ils ont eu assez suffisamment d'informations qu'ils ont certainement relayées à qui de droit. Donc, ils avaient même les informations sur ce qu'il faut faire. Monsieur Amougou Beninga, dont nous avons salué l'action, ici n'a pas eu besoin d'attendre des informations en provenance de X ou de Y et même de Monseigneur Cléda. Il a senti la nécessité d'accompagner Monseigneur Cléda. Parce que là où nous sommes, la situation est critique. Ce dont il est question, c'est d'accompagner Monseigneur Cléda. Les réceptions et tout qu'on fait à Mondo Vision, là, c'est du folklore. Non, je voudrais aussi signaler que, avec votre permission, quand il dit du folklore, je pense que monsieur Kaka est en train même d'insulter même la dignité de l'évêque. L'évêque, écoutez, on n'a pas attaché l'évêque pour partir de Douala pour venir à la primature. Si l'évêque pensait que c'était du folklore, il allait rester tranquillement. S'il vous plaît, il allait rester tranquillement dans son évêché. Vous savez la dent dure que Monseigneur Cléda a contre ce gouvernement et son chef. Donc, c'était même une occasion pour dire au gouvernement, je préfère rester à Douala. Si vous voulez m'aider, envoyez-moi des dons. Donc, n'insultez pas. Je vous conseille encore d'insulter l'intelligence du Premier ministre et du Président, mais je ne tolérerai pas vous insulter. Même l'intelligence de Monseigneur qui a pris le risque de prendre la route et de venir à la primature. Il n'a pas été forcé. Alors, pourquoi c'est du folklore? Non, c'est du folklore. Il a posé un acte républicain. Parce qu'en pareille situation, on aurait dit, voilà, nous avons tendu la pêche à M. Cléda, il a refusé, il a fait preuve d'incivisme, il a posé un acte républicain. Attendons voir Ulika que la suite nous en dira certainement davantage. Monsieur Bessala, humblement, je vous remercie pour vos explications. À votre sujet, vous présente mes excuses. Mes propos vous ont semblé blessants. Vous serez considéré comme exemple pour nous les jeunes tant que vous n'êtes pas complice de la destruction qui se vit dans notre triangle national. Tous mes encouragements, Kamga Fabien depuis Marois. Bonjour Info Télévision. Pourquoi les gens s'offusquent que les députés rentrent en possession de leur dû tel que prévu par la loi? Le problème, c'est l'utilisation des fonds destinés aux micro-projets
projet et que certains, comme le dernier député de la vallée d'une Thème, qui n'a pas de tournées parlementaires ni de micro-projets durant tout un mandat chez nous. Charles Debiémassi nous a écrit: bonjour à tout le plateau, très d'accord avec Yulika que nos dirigeants aiment les réunions ou séminaires. Donc Yuli, ça ne doit pas t'étonner mon frère, nous a écrit un téléspectateur en tout cas. Bonjour Info TV, pourquoi vous encouragez jamais sur votre plateau les faits du gouvernement camerounais? Laissez nos dirigeants réfléchir d'abord. Amadou de Garoua, ça c'est vous qui le dites, Amadou. Bonjour Monsieur Effangon, votre émission qui se veut sérieuse devrait être plus regardante dans le casting des panélistes. Vous ne pouvez pas laisser un de vos invités traiter un ambassadeur ou le représentant du secrétariat général ou alors du secrétaire général de l'ONU de sous-fifre, ça ne fait pas sérieux, c'est du populisme. Martin Dekounou, bonjour particulier à Valère Bertrand Bessala. Bonjour à vous Martin, on va continuer dans ce sens-là avec les réactions. Bonjour Info TV, nous sommes habitués avec ces genres de discours qui n'apportent rien aux Camerounais. Je ne sais pas pourquoi le patriarche voit mal le fait que les députés aient des voitures de service pour ça, c'est un faux débat. On prend la peine de vous regarder chaque matin, mais pas pour entendre dire que tel ou tel doit être reçu au palais. Et c'est pas ça qui va nous sauver du Covid-19. Arsène Niat depuis Danse du côté de Ngaoundéré. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour le panel. L'intervention de ton nouvel invité sur le plateau est insensé. Il est comme Monsieur Biolo. C'est lui qui a dit au chef de l'État de préconiser les solutions endogènes le 19 mai dernier. Willy est en train de se faire contaminer par ce monsieur ainsi que le patriarche. Il n'y a que Monsieur Bertrand qui émet des analyses constructives sur le sujet de Monsieur Cléda. Il ne faut pas réduire le chef de l'État du Cameroun à rien et le pousser à se faire ridiculiser. Merci. C'est écrit par Abdou Karim depuis Antananarivo. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Bessala, arrêtez de vous moquer des Camerounais. Quand il fallait recevoir Ahmad pour après faire des déclarations précipitées, nous n'avons pas vu ce recul. Merci également pour votre participation. Alors la suite c'est quoi? Sandio Patricia nous écrit et dit bon débat. C'est justement celle qui nous regarde par Facebook parce que de ce côté également nous sommes bien suivis. Bonjour, l'État du Cameroun doit prendre l'exemple sur le passé pour partir le présent. S'il faut attendre les décisions venant de l'Occident, négative quand le Kinimax a été créé. Qu'est-ce que ce médicament a fait en Afrique? Donc, j'en suis victime. Si je pouvais porter plainte contre eux, le prophète Koudré, oui, justement, il est handicapé. Hein, j'ai une grande soeur qui est... Bien, les autres messages, je les prendrai tout de suite. Le temps pour nous d'aller directement dans la thématique majeure de notre émission de ce matin. On s'interroge sur le continent africain. Est-ce qu'il est indépendant? Est-ce qu'il est autonome aujourd'hui? Voilà encore tout un tas de questionnements quand on se rappelle qu'il y a quelques jours, on a célébré la journée mondiale consacrée à l'Afrique. Ambroise Bédard Manga. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler de l'autonomisation de l'Afrique. Jusqu'au moment où je suis sur ce plateau, je puis vous dire que l'Afrique n'est pas autonome, puisque son pouvoir économique est basé en Occident, au moment où je vous parle. Et puis, toute décision africaine doit avoir l'assentiment soit de l'Occident ou soit de l'Amérique. Et du coup, on ne peut pas déjà parler de l'autonomisation de l'Afrique. Une Afrique autonome, c'est celle qui gère bien son économie. Vous voyez, nous sommes encore disloqués en ce qui concerne cet aspect économique. C'est chaque pays qui voudrait faire son économie sur son triangle. Vous voyez, le Nigeria utilise sa monnaie. Maintenant, nous avons l'Afrique de l'Ouest qui vient d'adopter l'éco. Nous avons l'Afrique centrale qui reste
sur le franc CFA, nous avons l'Afrique de l'Est qui, vous voyez, une économie disloquée ne peut pas permettre qu'on parle aujourd'hui de l'autonomisation de notre continent. Lorsqu'il a fallu mettre sur pied l'euro en Europe, vous avez vu comment les pays beaucoup de pays se sont mobilisés. Le G20 s'est mobilisé et a mis en place cette monnaie qui est très puissante. Elle absorbe le franc CFA que nous utilisons. Ça veut dire que nous ne pouvons pas parler, nous, de l'Afrique sans accord. Hein. Oui, absorbe le franc CFA. On ne peut pas parler du pouvoir, d'un pouvoir économique, d'un poids économique sur l'échiquier mondial. Donc, il faut encore... J'ai suivi le discours de Faki, Mahamat, lors de cette célébration de la journée de l'Afrique. Comment dire mondial étant entendu que nous sommes en Afrique? C'est la journée de l'Afrique. Parce que mondial voulait dire que ça concerne les États-Unis, tout bon, le monde entier. Alors, j'ai bien suivi son discours. Et dans son discours, j'ai ressenti un relent de quelqu'un qui voudrait lever le ton, mais quelque peu embrigadé. Et les chefs d'État devraient accompagner ce monsieur dans cette initiative qui est d'autonomiser l'Afrique économiquement. Voyez-vous, l'Afrique dispose d'un potentiel économique à nul pareil au monde. D'où vient-il que les présidents égoïstes ne parviennent pas à s'entendre sur le foisonnement des économies africaines? Oui, des économies africaines, autant pour moi, je voudrais dire des pays africains. Donc, il est aujourd'hui, on devrait avoir des présidents qui s'associent pour enfin définir le processus économique par lequel l'Afrique doit s'autonomiser. Ça veut dire quoi? Je voudrais un peu prendre le cas des pays de l'Afrique centrale où on a dit libre circulation des personnes et des biens. Vous voyez la difficulté qu'il y a dans la zone CEMAC de faire circuler les personnes et leurs biens. Tout récemment, le corridor N'Djamena, Douala, Centrafrique a fait des problèmes avec les transporteurs où le Tchad voulait se retirer, la Centrafrique également, pour aller passer par le Gabon et la Guinée équatoriale, parce que les conditions de transit n'étaient pas adéquates pour permettre un flux paisible à tous ces transporteurs qui vont du Cameroun au Tchad et en République centrafricaine. Donc, pour chuter, je voudrais dire que il faut que les présidents, les dirigeants africains de l'heure puissent s'associer et mettre en place une vision commune qui puisse permettre à l'Afrique de pouvoir aussi dire son mot sur la table des Nations Unies. Vous savez, quand vous voyez le Conseil de sécurité aujourd'hui, le Conseil de sécurité, aucun pays africain n'est dans ce Conseil permanent pour parler fort, pour dire aussi que nous avons un droit de veto. Le droit de veto, l'Afrique n'en a pas. Pourtant, nous avons 54 États. Si aujourd'hui on arrivait à parler d'une même voix, l'Afrique aura son autonomisation parce qu'elle pourra mettre le veto sur l'exportation du bois, de la bauxite, du pétrole qui est extrait de ces matières premières sur le sol africain. Louis Kak, merci déjà pour cette première prise de parole de l'Ambroise Médard Manga. On va faire d'abord comme ça pour le premier jet. Chacun une analyse dans un premier temps sur l'interrogation autour de l'Afrique. Est-ce que notre continent est autonome? Est-ce qu'il est indépendant quand on dit qu'on célèbre ici la journée à lui consacrée? Ben, déjà, permettez-moi, avant tout propos, de dire toute ma colère pour l'institution d'une journée mondiale pour l'Afrique, parce que je trouve ça réducteur. Figurez-vous, quand on parle de journée mondiale, c'est-à-dire que c'est une journée de réflexion sur les maux qui minent la société. Et tout récemment encore,
on célébrait la journée mondiale sur la biodiversité. Il était question justement de réfléchir à la préservation et la restauration de notre écosystème. On a la journée mondiale, par exemple, sur les personnes stigmatisées, un certain nombre de choses. Je trouve déjà ça réducteur. Je trouve ça réducteur. Et que ce soit même les Occidentaux qui réfléchissent aux problèmes qui touchent l'Afrique. Parce que si journée mondiale pour l'Afrique, il y en avait, je pense que c'est à l'Union africaine d'instituer une telle journée. Ce n'est pas aux Nations unies d'instituer une journée mondiale pour l'Afrique. Alors maintenant, pour revenir à la question que vous me posez, il faut déjà définir ce que sont les termes autonomie et indépendance, pour que nous comprenions un peu vers quoi nous tendons. D'abord, l'autonomie, dans un cas de façon très simple, on va dire, c'est le droit de se gouverner par ses propres lois à l'intérieur d'un État. Est-ce qu'aujourd'hui, les nations africaines se gouvernent d'elles-mêmes dans leurs États? Oui. Maintenant, pour ce qui est de l'indépendance, c'est ce qu'on appelle, c'est le droit qu'ont les populations à exercer l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur leur territoire. C'est-à-dire que les populations ont le droit de choisir qui doit les diriger. On parle souvent au Cameroun d'élections démocratiques. Je pense qu'à ce niveau aussi, on peut parler d'indépendance. Mais sauf que le problème, c'est que vous avez la forme et le fond. Sur la forme, si on reste simplement sur ces explications, on peut dire que l'Afrique est autonome et l'Afrique est indépendante. Maintenant, quand vous allez dans le fond, dans l'autonomie, vous avez l'autonomie politique, vous avez l'autonomie économique, vous avez l'autonomie financière, mais on ne peut pas parler même culturelle. On ne peut pas parler d'autonomie aujourd'hui en Afrique quand même nos cultures dépendent à 80% de l'Occident. On ne peut pas parler d'autonomie financière, par exemple pour le cadre du Cameroun, lorsque nous sommes encore englués dans cette grosse connerie qu'est le franc CFA. On ne peut pas parler d'autonomie économique quand le cacao qui est produit dans mon village doit avoir l'assentiment du trésor public français pour savoir combien est-ce qu'il va être vendu. On ne peut pas parler d'autonomie politique lorsque les choix de nos dirigeants continuent de subir l'influence du Quai d'Orsay ou même de l'Élysée. Donc, dans la forme, l'Afrique, on peut parler d'autonomie, d'indépendance, mais dans le fond, je dis non. Patriarche. Eh bien, l'Afrique n'est ni autonome ni indépendante. Ah bon. Pour y arriver, voici les obstacles ou les problèmes dont il faut trouver la solution. Il s'agit de voir les conséquences de la traite négrière. Il s'agit de voir les conséquences de l'esclavage. Et il faut qu'on tienne compte de ce que le Code noir de Napoléon a fait. Est-ce que nous avons déconstruit ce qui a été fait à la conférence de Berlin? Non. Et maintenant, est-ce que nous nous souvenons qu'il y a eu un acte très important et qui s'appelle la charte de l'impérialisme? Et qu'est-ce que nous avons fait pour déconstruire la charte de l'impérialisme? Rien. Qu'est-ce que nous avons fait pour déconstruire les accords léonins qui ont été imposés à l'Afrique avant la fameuse indépendance vide, pour ne pas dire une indépendance bidon. Donc, si parfois nous sommes amers vis-à-vis de certains dirigeants, c'est parce que un véritable dirigeant africain devrait s'occuper de ces choses. Vous ne pouvez pas faire circuler une voiture. Si vous avez gardé le frein à main, s'il est efficace, vous appuyez sur le frein à main et vous démarrez, vous n'irez nulle part. Donc, il y a beaucoup d'obstacles. J'en ai cité quelques-uns et ce n'est pas exhaustif. Mais si l'Afrique veut être indépendante, il faut déjà, pour ceux qui écoutent ce que je dis comme un chien qui écoute la guitare, comme on dit chez moi, il faut savoir que la conférence de Berlin
a balkanisé l'Afrique, a construit des frontières qui sont encore là aujourd'hui et qui ont une mauvaise influence. On parlait tantôt de la circulation des hommes et des biens. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce que chaque État se recroqueville dans sa petite sphère et dit protéger son peuple. Or, comment peut-on vivre de nos jours en Afrique en autarcie? Ce n'est pas possible. Donc, l'Afrique n'est ni indépendante ni autonome. Et elle ne peut l'être que si le peuple est éduqué, informé. Elle ne peut l'être que si les dirigeants sont choisis par un peuple qui sait pourquoi il choisit tel. Parce que celui qui est choisi a une vision claire et il le dit à l'avance. Il n'attend pas venir faire un miracle après son élection pour que tout d'un coup, il n'y ait plus de chômage, qu'il n'y ait plus de manque d'énergie, qu'il n'y ait plus. Il faut des gens qui ont une vision. Et cette vision doit être dite au peuple, qui l'approuve, qui dit « Ok, effectivement, c'est ce qu'il nous faut pour que nous soyons libres. » Mais aujourd'hui, nous vivons une sorte d'hypocrisie mondiale qui fait que on dit le Cameroun est membre de l'ONU. Nous sommes membres de l'ONU pour faire quoi? Absolument rien. Ça là. Alors nous parlons d'un continent qui a à peu près 1,216 milliards concernant sa population. Nous sommes sur un continent qui couvre 6% de la surface de la Terre, 20% de la surface des terres émergées. Mais aujourd'hui, on s'interroge donc avec tout le potentiel que citaient les uns et les autres ici. Est-ce que ce continent est autonome? Est-ce qu'il est indépendant? Oui, si vous parlez de l'Afrique, il faut qu'on se comprenne très bien. Parce que nous parlons de l'Afrique continent ou alors nous parlons de l'Afrique spirituelle. Parce que c'est ça qui... ou l'Afrique raciale. C'est pour cela que je voudrais un peu resserrer certains argumentaires qui m'ont précédé pour dire ceux qui ont critiqué la journée mondiale de l'Afrique. Quand on dit journée mondiale de l'Afrique, ce n'est pas l'Afrique continent, c'est l'Afrique spirituelle, c'est même l'Afrique raciale. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a encore certains Africains qui sont sous le joug des Occidentaux, notamment les pays, la Guyane, la Guadeloupe. C'est des Africains. Il faut qu'on le sache simplement. Si vous regardez la magie de la tectonique des plaques, a juste voulu que ces îles soient détachées et que justement par le fait de la colonisation et de l'impérialisme qu'ils restent sous ce joug-là. C'est pour cela que même quand vous voyez le traitement de la France vis-à-vis des pays d'outre-mer, ils ne traitent pas les gens de la Guyane, de la Guadeloupe et tout ce que la Martinique comme étant des Français. Allez là-bas et puis vous comprendrez. Même ils vous diront qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes droits que les Français de la métropole. Donc quand on parle de la journée mondiale de l'Afrique, il ne s'agit pas seulement de l'Afrique continent, ce serait très réducteur. Il s'agit aussi de ces Africains qu'il y a aux États-Unis, qui ont été déportés du temps de nos aïeux et qui se trouvent là-bas et qui font la fierté de l'Amérique. Il s'agit donc aussi de ces gens-là, de ces îles-là. Je voudrais aussi peut-être resserrer un argumentaire sur les définitions de l'autonomie et de l'indépendance que donnait M. Kak tout à l'heure. Il y a beaucoup d'inexactitudes, mais pour faire simple, il faut savoir que l'indépendance suppose toute négativité d'une dépendance. C'est en fait ça l'indépendance. C'est-à-dire que vous êtes indépendant quand vous ne dépendez de personne. En fait, c'est ça. Je préfère expliquer simplement. Et vous êtes autonome quand vous êtes en partie indépendant sur certaines choses et vous êtes aussi en partie dépendant sur certaines choses. Donc, vous dépendez, par exemple, du manger de tel, et sur tel autre, vous êtes vous-même indépendant. C'est ça l'autonomie. Donc, c'est une semi-indépendance. C'est un peu ça l'autonomie, pour parler tout à fait simple. Et quand on parle donc d'un continent ou alors d'une Afrique comme celle-ci, il faut savoir que nous pourrions être indépendants, mais nous ne le sommes pas. Nous sommes plutôt davantage autonomes et nous cherchons à conquérir notre indépendance sur au moins des éléments essentiels d'indépendance dont se prévalent les autres continents. Par exemple, quand le continent européen parle, il
ils savent qu'ils sont indépendants, du moins sur le plan politique, parce qu'il n'y aura jamais une ingérence, par exemple, des États-Unis dans les affaires politiques françaises ou alors européennes, parce que c'est un continent qui est indépendant politiquement. Il est souverain politiquement, puisqu'il s'agit des pays. Donc pour l'Afrique, nous ne sommes pas indépendants. Si je prends seulement cet élément, quand vous organisez des élections, la France se fait toujours le devoir de vous dire ça a été bien organisé, ça a été mal organisé, je reconnais tel président, je ne reconnais pas tel. Je sais que tel a été bien élu, tel a été mal élu, mais jamais l'inverse ne se fera. Les États-Unis ne diront jamais que Hollande a été mal élu ou alors il y a eu de la fraude lors des élections de Macron ou ainsi de suite, parce qu'en fait c'est des continents indépendants. Donc nous ne sommes pas encore indépendants et c'est cette indépendance-là que l'Afrique recherche. Il faut savoir que quand on parle de l'Afrique, c'est davantage un esprit, c'est davantage un spirit label que l'Afrique veut construire. Et je veux faire référence comme cela à l'esprit des pères fondateurs de 1963, du 25 mai, puisque c'est la date de naissance de l'organisation de l'Union africaine. C'était ça, l'esprit des 32 chefs d'État qui s'étaient rassemblés justement à Addis Abeba pour créer l'organisation de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'une organisation qui va rassembler l'ensemble des fils de l'Afrique en termes de continent, en termes de peuple, et qui pourra les ramener sur les logiques d'indépendance, les logiques d'autonomie, les logiques d'autosuffisance. Parce que c'était ça, les grandes problématiques de l'OUA. Et surtout, l'une des grandes problématiques, c'était justement de battre en brèche l'esprit colonialiste ou l'esprit néocolonialiste qui commençait déjà à se profiler à l'horizon après les indépendances données par De Gaulle et par les autres pays colonisateurs dès les années 1960. C'est cet esprit donc qui a été combattu pendant près de 42 ans jusqu'en 2002 sous Amara ici, l'Ivoirien, qui était secrétaire général justement de l'OUA, avec la création, la fonte de l'organisation de l'Union africaine et la mise en place de l'Union africaine, donc en juillet 2002. En fait, il a été question en juillet 2002 de reprofiler l'esprit de l'Afrique, parce qu'en fait, on avait constaté que 42 années de combat pour le colonialisme, on ne pouvait pas continuer à combattre un fantôme. On ne pouvait pas continuer à combattre un esprit, en fait, qui ne devrait pas mobiliser tant d'énergie. Il fallait reprofiler l'Afrique en créant l'Union africaine et en nous mettant plutôt sur les rouages et les sentiers du développement. Et là, on a annoncé aussi à cette date, parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis les accords de Sirte en 1999 qui ont justement profilé l'Union africaine, on a proposé et instillé l'agenda 2063 qui en fait, quand on dit 2063, vous pouvez imaginer que ce sera le centenaire en fait de l'Union africaine. C'est-à-dire que l'agenda 2063 prévoit effectivement que l'Afrique doit obtenir coûte que vaille son indépendance au bout de 2063, c'est-à-dire que nous devons pouvoir décider de tout ce qui nous concerne au bout de 2063. Et cela est un processus. Merci. Donc les chefs d'État ont pensé cela. Donc je ne voudrais pas que l'on... Peut-être dans l'analyse que je ferai plus au fond, on pourra aller plus loin. Merci à vous Valère, parce que là j'ai la pression, celle de mes partenaires qui doivent déjà s'exprimer. Voici la publicité, mesdames et messieurs, et après on se retrouve. Coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Ceci est un message de la Caisse nationale de prévoyance sociale. CNPS. You will never live alone. Une nouvelle approche de la médecine traditionnelle améliorée au Cameroun. Les laboratoires naturels de la coopération africaine traitent efficacement les maladies virales dites incurables telles que l'hépatite virale A, B, C, D et les cancers viraux, relèvent le taux d'immunité, annulent la charge virale en 70 jours, guérissent les MST et IST tels que la syphilis, le chlamydia, la gonococcie, etc. en 25 jours. En plus des traitements du surpoids, kyste ovarien,
ovarien, myome et fibrone, traitement préventif des AVC, problèmes d'accouchement et bien d'autres. Pour tout renseignement, nous contacter au numéro 651 36 91 74. Anacaf, votre guérison, notre priorité. Il était 8 heures le 10 avril 2019 lorsque Vision Finance SA ouvrait officiellement ses portes au Cameroun avec entre autres le défi de faciliter l'accès au financement, véritable socle de création de richesse et de développement. Une année d'implantation pointue dont le bilan promet un avenir radieux. Vision Finance a pour objectif de participer à l'inclusion financière et au développement de son réseau. Et ceci par le truchement du président du conseil d'administration qui a pensé ce projet. Et aujourd'hui, nous avons financé l'économie à 98% de nos objectifs. Des nouvelles rassurantes qui méritaient de célébrer ce premier anniversaire avec faste et solennité, sans compter avec la situation sanitaire en cours dans le monde qui est venue imposer une autre réalité. Rendu à 1 an, on aurait souhaité célébrer notre anniversaire de lancement avec notre aimable clientèle et les autres prospects pour partager ensemble cette réussite, mais qui n'est qu'à son début parce que nous avons encore beaucoup à faire, nous avons du chemin et prenant en compte toutes les observations, les critiques, on sera toujours prêt à améliorer. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous avons pensé prenant en compte la situation sanitaire qui prévaut et intégrant également la circulaire de la COBAC, améliorer la qualité des services par la monétique. En l'espace d'un an donc, Vision Finance SA vient de rendre sa monétique opérationnelle. C'est à croire que cette accroche forte qui résonne encore dans la conscience collective était une véritable alerte. Nous sommes là. Nous sommes là effectivement avec nos cartes. Toutes ces cartes vous donnent déjà accès aux opérations au niveau des distributeurs de Vision Finance et de tous les distributeurs de toutes les banques CEMAC du réseau JIMAC. Un ensemble de cartes avec des solutions précises qui offrent une palette de choix aux différents porteurs, le premier choix étant celui de la dénomination. La première carte, on l'appelle Ayon, c'est sa marque commerciale, elle symbolise le rayonnement. Celle-ci, elle est destinée aux petits commerçants. La deuxième carte, c'est Essingan. Celle-ci, elle est destinée aux salariés. Je veux parler ici beaucoup plus des fonctionnaires. La troisième carte, elle, c'est Asimba. Asimba, nous l'avons appelée Miracle. La quatrième carte, c'est Diamond. C'est la carte Prestige. Des cartes Vision Finance SA à utiliser sur n'importe quel distributeur des banques du système JIMAC au Cameroun et en Afrique centrale, avec des précisions qui valent la peine d'être faites aux usagers. Dans le cas où un client de Vision Finance arrivait à opérer dans un GAB qui est celui d'un autre partenaire du JIMAC, il plaint directement à celui qui héberge ce GAB pour avoir une prise en charge rapide et une solution rapide, n'est-ce pas, à sa préoccupation. Vision Finance SA, spécialisée dans la finance inclusive, a fait de la communication son essentiel et est rentrée dans les habitudes de consommation des foyers avec une forte adhésion populaire aux solutions disponibles. J'ai choisi la carte Asimba qui me permet de chouquer 1 500 000 francs par semaine à tout moment, aux heures où j'ai besoin pour m'occuper de ma famille et gérer mes affaires comme il se doit. Je ne suis plus obligé de venir m'aligner au guichet et perdre les business que j'ai à faire là dehors. Avec ma carte Asimba, tout est réglé. Depuis le lancement des souscriptions des cartes à Vision Finance, nous remarquons une affluence vraiment accrue à nos guichets. Et compte tenu de la pandémie, de l'heure, nous prenons également des mesures afin de permettre à tous les potentiels souscripteurs de pouvoir souscrire en toute sérénité. Par ces temps de confinement et de distanciation sociale, l'effectivité des cartes pour les usagers actuels et futurs des solutions de Vision Finance SA était de mise. J'invite notre clientèle qui nous a fait confiance à venir massivement à nos guichets, effectivement pour souscrire à ce nouveau produit que Vision Finance a bien voulu mettre à votre disposition pour
davantage être proche de vous et respecter également les conditions de distanciation sociale et notamment toutes les mesures prises par le gouvernement. Nous croyons au changement par l'effort et à l'avenir dans la finance. Nous, Vision Finance SA. Vision Finance, l'avenir dans la finance. Quelques instants avec la revue de la presse, c'est par le journal Le Quotidien bilingue national Cameroun Tribune que nous ouvrons cette page. Cameroun Tribune, traitement de Monseigneur Cléda contre le Covid-19, le soutien du gouvernement sur instruction du président de la République. Le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, s'est entretenu hier avec l'archevêque de Douala sur les modalités de l'accompagnement de son action. La page 2 contient l'information mutation, train de vie de l'État, l'arrêt Covid-19, les effets de la pandémie sur l'activité économique, commande un resserrement de la dépense publique. C'est ce qui est écrit dans le journal Mutation de ce matin qui va céder la place à la nouvelle expression traitement du coronavirus. Monseigneur Cléda, officiellement reconnu le mystérieux évêque métropolitain de Douala, sur qui repose désormais l'espoir du Cameroun et même du monde pour sauver les malades atteints du Covid-19, a été reçu hier par le Premier ministre camerounais sur très haute instruction du président de la République, Paul Biya. La page 7 nous en dit davantage dans le journal. On a dit la nouvelle expression. Maintenant, repère décès de Simon Meyanga, le directeur général de la CNPS Muselle, repère. Le journal nous le fait comprendre dans ses pages 8 et 9. La suite, c'est avec Émergence. Pour ce quotidien, on parle de la lutte contre le coronavirus, immersion dans les centres de prise en charge. Vivez le chemin de croix des patients dans les pages 4 et 5 de ce journal. Maintenant, l'action. Après son discours du 19 mai 2020, le RDPC réitère son soutien à Paul Biya. C'est ce que nous dit l'action de ce jour. Pour l'économie, ce journal nous parle de l'Assemblée nationale, les milliards qui fâchent. Alors que le Cameroun fait face à la pandémie du Covid-19, le ministre des Finances, Lupaul Moutazé, vient d'autoriser le déblocage de plus de 4 milliards de francs CFA pour les primes, l'achat des véhicules de fonction et d'équipements divers aux députés nouvellement élus. Une décision qui a provoqué une vague d'indignation dans l'opinion. C'est à lire avec le journal Économie dans sa page 3 de ce jour. Pour le quotidien, prime accordée aux députés nouvellement élus pour l'achat des véhicules de fonctionnement et d'équipements divers. Une pratique normale, nous dit le quotidien, qui va laisser le soin aux messagers de nous parler. Pour le journal Le Messager, bataille pour l'alternance, la mort programmée du SDF. C'est ce qui est dit dans ce journal. La suite, c'est avec l'œil du Sahel. Université de Ngaoundéré, les étudiants attendent la réponse de Paul Biya. L'œil du Sahel s'en va pour maintenant céder la place à Issingang qui va refermer notre page consacrée à la revue de presse de ce matin. Drame à un Fonacap. La justice enquête sur la mort du ministre Martin Medjo. C'était tout, mesdames et messieurs, pour la revue de la presse. On prend rapidement les réactions des téléspectateurs parce que c'est que vous êtes nombreux à nous avoir écrit et qui voudriez ou alors souhaitiez déjà que ceci soit fait, et je le fais dès maintenant avant de revenir sur le plateau, c'est-à-dire lire vos messages et passer la parole à nos différents panélistes. Bonjour, CAC doit comprendre que l'État n'a en fin de compte rien accompagné. C'est en fin de compte une partie de la caution versée par les partis politiques dans le cadre des élections présidentielles. Merci. Ça, c'est votre point de vue aussi. Alors qu'ils sont aussi nombreux, ceux qui nous ont écrit, je dois aller depuis le début. Bonjour, Info TV, voilà. C'est Monsieur Ngoua de Kribi. Monsieur Médard semble avoir un déséquilibre mental. Depuis son retour sur le plateau, il ne sort que des inepties. Il a besoin d'aide psychologique. Il avait dit que l'odontologue soigne le Covid-19. Il faut le sortir de vos consultants. C'est quelqu'un qui s'ignore un peu. Bonjour le panel, merci également à vous, merci pour ce que vous faites, merci une fois de plus. Ces gouvernants se nourrissent de la souffrance du peuple, 4 milliards pour des voitures, pourtant nous revendiquions
notre argent de la BAO que ce gouvernement a bouffé depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Certains défendent ce gouvernement sans même savoir de quoi il s'agit en réalité. Courage à vous, nous écrit Rodolphe Dahala ce matin. Merci Rodolphe pour la participation. Bonjour Info TV, merci. C'est monsieur Ekidi Epan d'un Colmesin. Très bonne remarque de monsieur le présentateur. J'aimerais bien voir comment les responsables de ces partis politiques vont réagir devant cette somme, car j'ai vu les hommes politiques insulter l'État du Cameroun sur les 4 milliards des députés à la nation en estimant que c'était le gaspillage. Et là, il s'agit de quoi? S'il vous plaît, il faut demander à M. Bilois ici de savoir raison garder. Des fois, vraiment, par moment, il dit des choses inconscientes lorsqu'il était lui-même commissaire de police dans ce pays. A-t-il un seul jour renoncé à ses avantages? Pour moi, ça ressemble à... Oui, monsieur, je n'ai jamais utilisé une voiture de la Sûreté nationale. La COVID-19 ne met pas entre parenthèses toutes les activités. Même là, c'est une maladie comme toutes les autres, certes, pour le moment dangereuse, mais c'est une maladie et l'État doit continuer de vivre aussi avec son peuple, nous dit le même téléspectateur. Bonjour, la réception de Monseigneur Samuel Cléda nous avance vraiment en quoi? C'est quoi le projet? Nos gouvernants ne sont pas pragmatiques, c'est de l'enfumage comme d'habitude. En attendant, on meurt du Covid-19, dit Nelson depuis le quartier Biémassi, Yaoundé. Bonjour, non, Willy. Nous ne sommes pas deuxième en Afrique sur les 7. Corrigez ça, s'il vous plaît. C'est-à-dire les pays les plus touchés. Je lui donne une Bonjour à vous sur le plateau. Quand en est-il du produit du docteur Eloge Yanini Fopou? Thierry de Fumbot s'interroge également. Bonjour, monsieur. Le modérateur, au lieu que le nouveau venu donne des leçons au président de la République, il faudrait qu'il soigne son français aussi. On dit on leur administre le traitement et non on les administre, dit Jean-Daniel. On va lire ça comme ça. Rien ne sert de faire du bruit que le produit Cléda soit disponible. C'est tout, dit Moitan. Merci à vous, Moitan aussi. Bonjour, je suis en pleine préparation d'un grand concours et je sollicite l'aide de votre consultant administrateur civil pour la bonne rédaction. À cet effet, j'aurais besoin de son numéro. Merci d'avance. C'est Alexis depuis Tinga qui nous écrit. Bonjour à vous, Alex. Bonjour à tous sur le plateau, s'il vous plaît. Arrêtez un peu de lire des messages qui ne valorisent pas votre émission. Ce n'est pas beau pour nous qui vous respectons. Ahmed Yousseni depuis Titi Garage. À l'exemple de votre message, je ne l'aurais pas lu. Je n'aurais pas su de quoi vous parlez, mon très cher ami. Bonjour, est-ce que M. Bilois ici allait au travail à pied quand il servait le pays comme commissaire de police? Est-ce que dans son journal, les espaces sont gratuits? Arrêtez de prendre des Camerounais pour des bougres. Les députés ont droit à leurs avantages. Bernard Bonga, directeur de publication de Étoile Magazine depuis EDEA. Bonjour à vous, monsieur le DP. Bonjour, Info TV. Quand j'entends Valère dire que le président ne doit pas recevoir n'importe qui, quelle différence faites-vous entre les présidents européens qui reçoivent ceux qui ont fait des choses non sont utiles, mais chez nous c'est le contraire? Abba de Kousseri nous écrit. Bonjour à vous tous sur le plateau, beaucoup de courage à vous. Monseigneur est une personnalité de haut rang qui prend des décisions mûries. Faisons-lui confiance vu ces dernières actualités avec certains membres du gouvernement. Émile Dessos nous écrit. Bonjour à vous sur le plateau. Autonomie de l'Afrique égale mort de la France. Imaginons la suite. C'est Simon depuis Ahala qui nous le dit dans ce sens. Bonjour à tous sur le plateau. Merci pour les cours d'éveil de conscience que vous nous donnez. Courage à toi et Fangono. Merci également. Ces encouragements doivent aussi être partagés avec tout mon panel, mon très cher ami. Bonjour le panel. Pourquoi on ne pouvait pas simplement prendre les rapports de stage et interroger les candidats de l'enseignement technique et composé en pratique pour éviter la contamination des élèves? Michel depuis Mbalmayo. Là, Michel est dans un autre...
dans un autre angle. Ça, c'est pour vendredi, Michel. Prenez votre mal en patience. On va parler de ça vendredi. Bonjour le plateau. L'Afrique n'est pas autonome. Il faut que nos dirigeants, avant de partir, libèrent cette Afrique de la joug de l'Occident. Du joug. Ça, c'est du joug occidental. Bonjour, l'Afrique n'est pas autonome puisqu'elle dépend beaucoup plus des pays étrangers comme par exemple le Cameroun. C'est Basile Dzengue depuis Oda. Bonjour le plateau, l'autonomie est déjà dans le cœur des Africains. Nous voyons le combat qu'effectuent les panafricanistes comme M. Pendakani, Sam Sévérin, etc. qui ont d'ailleurs des fruits aujourd'hui. Je me rappelle également de la thèse de M. Bruce Kamto sur la décolonisation. Voilà. Malheureusement, il y a encore des présidents qui traînent, suivez mon regard. D'autres se réjouissent d'être l'élève de la France en bloquant tout. Je pense, après leur passage, les actions seront faites. Adolphe nous écrit depuis Douala. On revient sur le plateau et c'est Valère Bertrand-Bessala qui avait la parole. Je voudrais répondre à quelqu'un, faire une précision. Quelqu'un qui n'a pas 50 ans au moins ne doit pas parler de Béloa ici parce qu'il ne me connaît pas. J'ai jamais utilisé une voiture de la Sûreté nationale. Tout mon travail, je le faisais avec ma voiture. Donc, quand tu dis, est-ce qu'il a laissé des avantages? Quand il y a eu des gens dans ce pays, il y en aura toujours, qui vont se battre pour que l'Afrique avance. Et sans outrecuidance, je suis de ceux-là. Voilà. Je disais tantôt, c'est Valère Bertrand qui avait la parole, mais maintenant, parce que nous sommes dans la suite et la deuxième partie de l'émission, nous allons mettre le pied dans le plat. ULICAC, l'Afrique, vous avez dit, sur la forme, hein, elle est autonome, elle est même indépendante, mais sur le fond, ce n'est pas le cas. Et je maintiens les explications, on en déplaise à Valère Bessala, parce que je m'en suis tenu aux explications de l'Académie française. Hein, puisque jusqu'à preuve de contraire, nous parlons français. Donc, lorsque nous voulons avoir des références pour des expressions françaises, nous allons chercher ces références au niveau de l'Académie française. Alors, je continue en disant à M. Valère Bessala que quelle que soit la forme qui a sous-tendu l'institution d'une journée mondiale pour l'Afrique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, je m'en offusque. Il a parlé de l'Afrique, parlant des Guadeloupéens, des Antillais et tout. Moi, j'ai eu une compagne guadeloupéenne pour une relation malheureusement qui a été de très courte durée. Je me souviens qu'une fois, j'ai failli lui casser la gueule parce qu'elle avait dit, vraiment, vous les Africains. J'ai dit, mais regarde-moi une négresse qui dit, voilà, vous les Africains. Ben, c'est des gens qui ne se considèrent jamais africains. Je suis désolé. Pour ceux qui ont côtoyé ces gens, ils vous le diront. Les Antillais ne se considèrent jamais comme les Africains. Ils n'ont pour l'Africain... Il y a des Africains qui ne se considèrent pas comme Africains étant en Afrique. Ça, c'est pour eux. Moi, je dis je suis Africain, mais ils disent ces gens-là ne se considèrent jamais. Ils n'ont pour lien avec l'Afrique que leur couleur de peau. Ça, je le dis. Maintenant, moi, je pense, ce n'est pas un débat entre vous et moi. Moi, je pense, quand Valère le dit, c'est le regard que posent les autres qui sont africains sur les Africains. C'est un regard, excusez-moi de le dire, qui n'a rien d'objectif. C'est un regard impérialiste. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer de nous dire que voilà ce que nous pensons que vous devriez faire pour l'Afrique. Non, on n'a pas besoin de leur conseil. Et moi, justement, ça m'amène à revenir dans le deuxième pan du développement de ma pensée par rapport à ce thème. Parce que pour moi, le problème que soulève le thème que vous avez évoqué, et d'ailleurs qui est à saluer, c'est que est-ce que les Africains eux-mêmes, dans leur façon de faire, il y a une volonté pour eux d'être monotones et indépendants? C'est ça le problème que pose le thème que vous avez mis sur la table aujourd'hui. Est-ce que les Africains que nous sommes voulons véritablement être autonomes? Dans leur majorité, oui. Mais malheureusement, nous avons un frein ce sont nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants parce qu'aujourd'hui, le problème
pour ce qui est de la monotonie et de l'indépendance de l'Afrique, c'est qu'il faut déjà que les Africains... Je dis l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique. De la monotonie deux fois là. Non, j'ai dit l'autonomie, excusez-moi, c'est des lapsus. Écoutez, allez-y. Il y a parfois aussi la urgence de l'inconscience dans ce que nous faisons, ou même du subconscient. De toutes les façons, je voulais parler de l'autonomie. Donc, je dis, que faut-il pour que l'Afrique soit autonome, soit indépendante? Première des choses, il y a un téléspectateur qui a dit une chose, malheureusement il s'est un peu trompé sur l'utilisation de l'expression du joug. Je dis, il faut que les Africains acceptent de sortir du joug de l'impérialisme occidental. Parce que tant que nous sommes sous le joug de l'impérialisme, c'est-à-dire que pour sortir du franc CFA, que nous ayons l'aval de la France pour placer à la tête de nos États des dirigeants, il faut qu'il y ait toujours la même mise de l'Afrique, ça ne va de l'Occident, ça ne va pas marcher. Je voudrais faire une petite digression. Quand quelqu'un s'est offusqué de ce que M. Manga ait traité les ambassadeurs et représentants des SG de l'ONU au Cameroun de sous-fifs, c'est des sous-fifs. Je le dis et je l'assume. Je vais vous dire pourquoi. Il y a quelques années, j'ai mené une petite enquête et malheureusement, j'étais allé voir un éditeur pour que soit rendue publique cette enquête au travers d'une œuvre. Dieu seul sait ce que j'ai subi et tout. Parce que j'avais fait un constat sur les ambassadeurs d'un pays comme la France en dehors de l'Europe. Chez nous, on nous a envoyé des gens vraiment d'une valeur intellectuelle qui laissait à désirer. C'était des cancres. Quand on vous disait, par exemple, l'ambassadeur de la France dans tel pays africain, on vous dit que c'est un ancien officier de l'armée française. Il a servi à la guerre d'Indochine. Est-ce que c'est un critère pour faire de quelqu'un un ambassadeur? Mais quand vous regardez, par exemple, l'ambassadeur de la France au Royaume-Uni, mais on vous dit qu'il est expert c'est un diplomate, c'est un expert en relations diplomatique, c'est un expert en relations internationales, autant pour moi, parce que les relations diplomatiques, ça veut rien dire sur le plan scientifique. Expert en relations internationales, c'est-à-dire qu'on sait que dans les échanges entre la France et le Royaume-Uni, on échange d'égal à égal. Mais chez nous, en Afrique, vous avez la relation du maître et de l'esclave, c'est-à-dire que le maître tend le bâton et demande les injonctions qu'il veut à l'esclave qui a le devoir et le droit même de s'exécuter. Donc, voilà pourquoi je parlais du joug de l'impérialisme. On a par exemple aussi pour les Africains un problème. Il faut que nous fassions de nos richesses, et Dieu seul sait que nous en avons en Afrique, des potentialités dans la conquête de notre indépendance. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'Africain veut mettre son cacao sur le marché, le cacao dont se servent les Occidentaux pour fabriquer le chocolat qu'on nous revend à des prix exorbitants, que ce ne soit pas les Occidentaux qui fixent le prix de ce cacao, que ce soit nous qui disons que c'est à prendre ou à laisser, parce que nous aussi, le cacao, on en a besoin, nos enfants consomment le chocolat. Il y a une connerie qu'on nous a fait. Laisser, vous allez faire quoi de ça? Mais on va consommer le chocolat et on va apprendre aux Noirs à consommer le chocolat. Monsieur Fangono, quand j'avais 4 ans, on parlait du Cameroun, pour parler du Cameroun, on parlait du Cameroun suffisamment alimentaire. C'est-à-dire que l'autosuffisance, je pense que c'est l'expression Edouard. Oui, l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire que les Camerounais pouvaient, dans leur entièreté, s'auto-nourrir. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Comment vous pouvez être dans un pays comme le Cameroun, vous ratifiez ces conneries qu'on appelle l'APE? C'est-à-dire que sur le marché aujourd'hui, les produits en provenance de l'Europe vont se vendre à un prix pratiquement dérisoire que les produits qui sont produits sur le plan local. Donc il faut que nous fassions de nos richesses des potentialités dans la conquête de l'indépendance. Et la dernière des choses, et ça je voudrais aussi marteler cela, que nous combattions le royalisme de nos régimes. Oui, Patrice Biloa ici, et nous parlons de l'Afrique. Et quand on voit toutes ces richesses que regorge ce continent, intellectuel, culturel et autres, on se pose bien la question, pourquoi toujours rester dans cette confusion, je voudrais même dire, toujours comprimer pour dire, attendre par exemple 2061, 63 pour sortir finalement de l'auberge? Je ne sais pas.
s'il y a des valeurs intellectuelles en Afrique, j'en doute beaucoup. Pourquoi? Mais parce que ces valeurs sont fabriquées dans un cadre qui n'est pas africain. Donc, ils sont, si vous voulez, formatés de manière à réfléchir. Tu le disais tantôt, il y a des noirs, il y a des blancs qui ont la peau noire. Et c'est cela. Pourquoi? Parce que culturellement, nous sommes vraiment en prison. Parce qu'avant qu'Imhotep n'invente l'histoire du Dieu unique, nous étions panthéistes et on avait raison. Les Grecs avaient plusieurs dieux. Il y avait le dieu de ceci, le dieu de cela, je ne veux pas prononcer les noms, les Zeus et les autres. Bon, à partir du moment où on nous a orientés, monsieur, ce n'est pas le fait de bien parler français, ce n'est pas le bien d'être docteur en droit, de mon point de vue, qu'on est intellectuel. On est intellectuel quand on réfléchit pour résoudre les problèmes de son environnement. Et lorsque la base de votre réflexion tient compte de l'environnement socio-culturel. Sinon, vous êtes un bon... comment je pourrais dire ça? Vous êtes bon pour l'Europe ou pour les États-Unis, mais pas pour nous. Parce que, prenons un cas précis, vous êtes économiste. Vous croyez que nos économistes, ils sont économistes pour arranger les problèmes africains? Non, pas du tout. Parce qu'ils ont été formés dans un cadre précis, dans un environnement précis, pour un but précis. Alors, ils réfléchissent comme les Blancs réfléchissent. L'Afrique ne se développera pas, l'Afrique ne sera jamais autonome tant qu'on aura des gens qui réfléchissent comme des Blancs, disons ça de manière triviale. Ce n'est pas possible. Si tu ne réfléchis pas en africain, je disais, on parlait tantôt de remèdes. Moi, je me pose la question, l'humanité existe minimum, selon les propres dogmes occidentaux. L'humanité, c'est-à-dire l'être animal devenu humain, ça fait plus de 200 000 ans. Et pendant ce temps, nous n'avions pas de docteurs, c'est-à-dire de médecins, puisque tout le monde se fait appeler docteur. On n'avait pas de médecins. Mais vous pensez que si on ne savait pas se soigner, on existerait, nous, en ce moment? Non, on serait tous morts. Mais c'est parce que nous savions soigner des maladies. Et on est venu, sur le plan culturel, les prêtres sont venus nous dire, votre pharmacopée, c'est des gris-gris. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne bien pas Satan. C'est les choses de Satan. Et nous, ce n'est qu'aujourd'hui que des gens qui réfléchissent en africain se disent, mais tiens, pourquoi la nature nous a-t-elle doté de tant de richesses? Il faut des gens d'un courage immense comme Cléda, qui, tout étant évêque, se dit, mais au lieu de guérir les gens par les je vous salue Marie, il faut se référer à nos herbes, à nos écorces. Et cela tient. Alors, quand on parle de l'autonomie et de l'indépendance, il faut d'abord partir du plan culturel. Le reste vient automatiquement. Oui, absolument. Bonjour, Sanjo Patricia qui nous regarde par Facebook continue à réagir et cette fois-ci, elle dit demander au président de la République de reconnaître le produit de Monseigneur Cléda. Je suis l'une des personnes qui l'a guéri. Merci déjà une fois de plus, Sanjo Patricia. La suite des réactions, on va aller très rapidement. Bonjour, c'est bien beau pour les députés et les enseignants qui sont sur le front chaque jour et qui attendent toujours leur rappel et avancement. Sont-ils aussi les Camerounais? Bébé nous écrit bonjour bébé. Bébé de quelqu'un dans tous les cas. Bonjour le panel, cette tendance des panélistes des télévisions camerounaises d'être experts en tout ou des sabitou et désespérants. Il y a des sujets qui exigent une expertise avérée. Le thème du jour est si complexe et fait appel à l'humilité. Pierre de Yaoundé. J'ai toujours dit ça, si vous avez convenance sur une quelconque thématique, que vous pouvez être mieux que ce que moi j'ai sur le plateau, n'hésitez pas. Sur le clavier, là. Bonjour le plateau, je suis fier que vous soyez tous d'accord que l'État gère mal cette crise sanitaire, mais je pourrais encore dire que tout ceci c'est à cause de vous, parce que je vous l'assure, vous êtes bien et bien suivis à travers le territoire et quand les dirigeants de ce pays
pays vous entendent incriminer les gens qui leur portent critique en les traitant d'ennemis de la République. Eh bien, ils ne peuvent que faire ce qu'ils veulent parce que ils sont certains d'avoir des gens qui vont les défendre le cas échéant. Bonjour à tous sur le plateau. Mon cher Efangon, pour moi, lisez tous les messages des téléspectateurs qui passent leur temps à apprécier ou à ridiculiser vos invités plutôt que de donner souvent leurs avis sur vos différents thèmes. Cela n'honore pas les puristes. Merci Mbongue, Jean-Clément de Mbongo vers Dizangue. Tout ça, c'est vous. Bonjour le plateau. Tant que les Africains ne sortiront pas de leur pauvreté mentale, il n'aura pas une autonomie dans notre continent. Que Dieu vous bénisse pour le travail que vous abattez au quotidien pour sortir les Africains de cette pauvreté mentale. Aslem Gaspard nous écrit depuis Bagno. Merci. L'Occident a presque la main mise sur tous les plans dans nos pays, à l'instar de l'économie et même la politique, qui sont des piliers centraux de développement, pour ne citer que cela. La plupart de nos dirigeants africains sont malheureusement sous les ordres de l'Occident à travers des réseaux occultes dont ils font partir. À mon avis, l'Afrique n'est pas autonome et ne le sera jamais tant que nos dirigeants ne prendront pas conscience. C'est Arsène Niat qui nous écrit. Bonjour à vous Arsène. Bonjour le panel. Bonjour. Une question pour Monsieur Bessala. Comment être militant de son parti? C'est Fabrice de Biyemassi qui voudrait déjà en être un. C'est fait, Fabrice. Bonjour. S'agissant de reconnaissance des élections Orbi et Orbi, pourquoi donc la communauté dite internationale se permet-elle de fourrer son nez dans les élections en Russie pour en contester les résultats qui, bien entendu, ne sont aucunement pris en compte par les Russes? Ne faudrait-il pas avoir le cran du Burundi ou de Madagascar? Adawana s'interroge. Bonjour à tous sur le plateau. Je vous remercie pour cette thématique. Les Africains ne doivent rien espérer de leurs dirigeants car ce sont des marionnettes. Ils sont là à la solde de l'Occident pour arracher leur indépendance. Les Africains doivent se révolter massivement, assiéger les ambassades de la France au même moment dans tout le continent africain et exiger aux Français de libérer nos terres qui ne risquent rien n'a rien. Salatiel depuis Bamako, c'est du côté du Mali. Merci de nous regarder, mon très cher par ami. contre, on ne va pas l'encourager. Bonjour, ah oui, à vous sur le plateau. Envoyer les enfants à l'école le 1er juin 2020 n'est pas différent d'utiliser une machette pour les égorger. Jean depuis Kribi. On parlera de cette rentrée vendredi, Jean. Bonjour, au panel, l'Afrique ne saurait être libre et autonome lorsque son autonomie financière n'est pas assurée à 100%. Le siège de l'Union africaine a été offert par la Chine jusqu'au meuble. L'Union européenne assure 70% de son budget en relations internationales. Qui tient les cordons de la bourse tient les manettes du pouvoir. Hervé nous écrit depuis le Tchad et précisément dans la ville de N'Djamena. Prenons ce message de Abdou Karim qui nous écrit une fois de plus depuis Antananarivo. Je partage aussi l'avis de Willy Kak lorsqu'il dit que certains Africains ne se reconnaissent pas être Africains. Par exemple, ici à Madagascar, où je suis, la quasi-totalité des Malgaches disent qu'ils ne sont pas Africains, même les hauts cadres du gouvernement, et c'est très déplorable. L'Afrique attend tout de l'extérieur, ce sont les autres, c'est-à-dire les Occidentaux, qui décident de ce qui est bien pour les Africains et de ce qui est leur est mauvais. L'Afrique doit vraiment se réveiller en commençant par revoir nos mentalités. Merci à vous, très cher Abdou Karim. Alors, on revient sur le plateau avec cette fois-ci Ambroise Médard Manga. Je vous ai présenté cela. D'ailleurs, ce n'est pas moi. Vous avez tous les éléments nécessaires pour comprendre que l'Afrique regorge de beaucoup de potentialités. Mais jusqu'aujourd'hui, on est à même de dire oui, l'Afrique n'est pas totalement autonome. On a le cas justement de Monseigneur Cléda dont on parlait tout à l'heure. Il faut attendre que l'OMS valide, il faut attendre. Voilà par exemple des pans qui définissent justement le semblant de prison ou alors la prison même. Je voudrais dire aux téléspectateurs qui nous regardent que nous ne venons pas sur le plateau pour blaguer. Nous venons sur le plateau pour conscientiser, pour interpeller les pouvoirs publics sur des sujets précis. Donc, ceux qui sont sous le joug occidental
ne peuvent que continuer à y demeurer. Parce que si j'arrivais à dire aux gens de ne plus lire le livre qu'on appelle Bible, qui n'est utilement, qui ne sert à rien, et ils ne peuvent pas se départir c'est-à-dire de cette culture-là qui leur a été inculquée. Alors, je viens sur le plateau pour dire que... Ils vont dire que la Bible est la parole de Dieu. Vous voyez des experts, certains directeurs de projets en Afrique blancs, ce sont des prisonniers qui viennent faire la corvée. Moi, j'investigue, je passe mon temps à investiguer. Donc, je ne viens pas sur le plateau pour plaire. Lorsque je dis que le président de la République devrait recevoir Monseigneur Samuel Cléda, je voudrais dire que c'est parce que c'est hautement sensible. Et c'est bien tombé parce que Valère Bessal est venu corroborer en disant que le gouvernement sait déjà tout sur la clé David. Le Cameroun sait tout, le gouvernement sait tout. Et pourquoi donc le président voudrait rester sous le joug occidental en instruisant le Premier ministre? Bon, sur le sujet que nous avons, je voudrais dire que c'est cette affaire de Bible qui est venue, qu'on a apportée en Afrique, qui laisse l'Afrique embrigadée. C'est de ça qu'il faut se départir de ce livre qui ne nous honore pas, qui ne fait pas prospérer l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Patrice Bilois, il vient de le dire. Avant l'avènement de ce livre, les Africains étaient des sages et des intellectuels. Je voudrais dire que, à ceux qui souffrent de ethnie, que nous avons la possibilité de faire disparaître la ethnie. Je voudrais dire à ceux qui souffrent des fibromes, des trompes bouchées, que nous avons des potions. C'est officiel. Moi, je ne suis pas de l'OMS, je suis africain. Je voudrais dire à ces téléspectateurs qui pensent avoir une science infuse sur une langue étrangère qui est un dialecte. Le français, il faudrait que je vous le dise. C'est un dialecte. Je m'exprime en Ewondo, j'écris l'Ewondo, je m'exprime du 1er janvier jusqu'à ma mort sans faire d'emprunt. Et j'écris correctement l'Ewondo. Donc, celui qui vient pour dire on ne dit pas, moi je ne suis pas, je suis étranger. Non, c'est pour dire pourquoi nous ne sommes pas autonomes, pourquoi nous ne sommes pas indépendants. Parce que les gens restent embrigadés dans des dogmes qui ne reflètent pas notre identité. C'est pour cela qu'on ne se développe pas. Prenez la culture anglo-saxonne. Les anglo-saxons, quand ils s'aventurent en français, ils disent ce qui leur vient à l'esprit. Sans avoir peur de faire de fautes et autres. Et puis, quelqu'un est là au salon, il a peut-être, je ne sais pas quel diplôme il a, il ne peut rien faire. Moi, j'ai investi, je suis journaliste, directeur de publication, PDG supérieur. J'emploie des gens. Quand quelqu'un arrive à s'attarder sur les futilités... Bonjour, c'est Eden Fulbert depuis le Togo. Quand les dirigeants africains copient le modèle de gouvernance occidentale, ils doivent savoir qu'ils copient aussi tous les problèmes des Occidentaux tels que les maladies, la dépravation sexuelle, la déculturation, le vol, le mensonge. Pour une autonomie, les dirigeants africains doivent ramener leur façon de gouverner aux réalités culturelles de chaque pays. C'est en cela que l'autonomie sera amorcée. Merci. Notre ami nous a écrit depuis le Togo. Bonjour à vous. Bonjour une fois de plus à tout le panel. Comment l'Afrique peut devenir autonome quand les chefs d'État sont les préfets? Jean depuis Kribi. Merci. C'est lui qui nous fait comprendre aujourd'hui que nos chefs d'État ne sont pas des présidents, ce sont des préfets. Bonjour le plateau, bonne émission. Je viens de prendre le train en marche. C'est simplement vous encourager pour ce que vous faites, non seulement pour les Camerounais, mais aussi pour toute l'Afrique concernant le Covid-19. Si on veut atteindre l'Occident, plus de 75% de la population africaine va mourir. C'est Napo depuis le Togo, une fois de plus. Et il revient, il dit l'Afrique n'est pas indépendante. Pour être autonome, les chefs d'État africains doivent copier Fidel Castro. Malgré l'embargo de près de 60 ans, Cuba est resté debout et digne en dépit des privations consécutives de cet embargo injustifié. Ce pays, le plus bas taux de mortalité, le système éducatif
exceptionnel sera, nous disait un téléspectateur. Valère Bertrand Bessala. Voilà, je voulais chuter sur l'autonomisation de l'Afrique en quelques mots. Il y a une usine de transformation du cacao qui est construite en Gomenza. Mais elle est en train de moisir. Pourquoi le gouvernement ne s'investit pas pour rentabiliser cette usine-là? La transformation industrielle du cacao. Le FMI a demandé, c'est ce que je voudrais dire. S'il te plaît, le FMI a demandé à nos États de sortir des secteurs productifs. Est-ce que vous comprenez ça? Le FMI, en 1994, avec vos histoires de machins structurels et tout, ont demandé à l'État de sortir des secteurs productifs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez entendu maintenant, nous parlons de Covid-19. Combien la France a demandé à la Banque mondiale de donner l'argent à tel. C'est des milliards et des milliards. Bonjour à tous sur le plateau, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la RCA, le Mali, le Congo et autres. La rentrée, c'est le 1er juin. Ça vous parle. S'interroge un téléspectateur. Valère Bertrand Bessala, conclusion pour que l'Afrique sorte de ses gouffres ou alors de ses griffes, parce que jusqu'ici, au su et au vu de toutes les analyses, le continent n'est pas autonome, n'est pas indépendant, en attendant 2063. Je voudrais, vous savez, c'est peut-être une fâcheuse habitude pour moi cette semaine, je voudrais d'abord commencer par resserrer quelques argumentaires qui m'ont précédé. M. Kak disait tout à l'heure que les relations internationales, les relations diplomatiques, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, en fait, elles existent effectivement. Non, je voulais dire... non, je vous ai pas... Monsieur Bessala, est-ce que je peux maintenant... Il ne faut pas travestir mes propos. J'ai parlé d'un expert en relations internationales. Dans le sens dans lequel je m'exprimais, ça ne voulait rien dire expert en relations diplomatiques. Vous pouvez être un expert en relations internationales, ça fait aussi de vous un expert en relations diplomatiques. Je suis désolé. Mais voilà, je parlais du sens d'expert en relations internationales. Non, parce que vous avez travesti mes propos, M. Bessala, je suis désolé. Willy, permettez que nous soyons tous en train d'achever Je voudrais donc vous rappeler qu'un expert en relations internationales n'est pas forcément un expert en relations diplomatiques. Un expert en relations diplomatiques est par nature un diplomate d'abord. Parce qu'en fait, il n'a fait que ça. Et il y a une convention de Vienne sur les relations diplomatiques, comme il y a une convention de Vienne sur les relations consulaires. Elle date de 63 et de 61. Ça a été dit. Je voudrais aussi vous rappeler que ce qui a été dit, je ne voudrais pas que l'on manque de respect aux diplomates étrangers, parce que du fait de leur formation, on peut être diplomate de par la formation et on peut être diplomate de par le statut. Et quel que soit le cas, on doit toujours respecter ce statut. Autant vous avez peut-être en Afrique des présidents de la République qui étaient des soldats qui n'avaient pas fait assez d'école. Sankara n'a pas fait assez d'école, mais cela n'a pas fait de lui un meilleur président respectable. Donc il faut savoir que l'affectation des diplomates dans le monde obéit à des paramètres et aux besoins des États. La France, par exemple, considère l'Afrique comme étant un creuset de colonialisme, un creuset de ressources. Et donc, on envoie généralement des barbouzes. Même les Américains, ce que vous ne savez pas, c'est que sur au moins 10 ou 15 ans que nous avons eu des ambassadeurs américains, au moins sur 4 ou 5, 3 sont des anciens barbouzes. Donc il faut le savoir. Donc on n'a pas besoin de dire que c'est des sous-fifres. Ils ont un statut d'ambassadeur. Seul l'État qui envoie un ambassadeur sait pourquoi il l'envoie et lui assigne une mission. Ça, je voulais resserrer cet argument. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez aussi qu'à envoyer des gens de ça là. Je suis sur mon temps de parole. Je suis sur mon temps de parole. Je suis sur mon temps de parole. Donc je voudrais simplement dire que l'Afrique ne mérite que ce qu'elle est. Elle ne mérite que ce qu'elle a. L'Afrique n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Ce qui est le plus important pour les Africains, je ne suis pas un afrocentriste. Je voudrais simplement que l'on comprenne qu'elle doit se reprendre en main. Elle doit s'auto-considérer et elle doit se resserrer autour d'elle-même. Il faut que les Africains s'arrangent désormais à parler Afrique. Ils s'habituent à parler africain, à vivre africain, à être des Africains. Je sais qu'il y a encore ces sissiparités de par l'Afrique. Quand on parle en dessous
de l'équateur, c'est-à-dire qu'en Afrique australe, ou bien quand on va en Afrique de l'Est ou dans le Nord-Est avec l'Afrique maghrébine, qui ne se considèrent pas comme des Africains. On a encore ces problèmes, mais il faudrait que les Africains sachent qu'une union part toujours de quelque part et elle peut faire tache d'huile sur un continent. S'il n'y a pas un noyau qui croit en l'Union africaine, en l'Afrique unie, on n'arrivera jamais à une Afrique entièrement unie. Merci. Willy Kak, en 1 minute. Oui, non, moi je continue de dire et je maintiens, je persiste les sous-fifres qu'on nous envoie en Afrique parce qu'ils sont le reflet de la volonté d'imposer à l'Afrique la domination occidentale. On ne peut pas envoyer un barbouze. Est-ce que l'Afrique pourra sortir de ces chaumières-là? Comment vous voulez que l'Afrique sorte de nos chaumières quand les dirigeants de nos États sont des rois? Ils s'éternisent au pouvoir parce qu'ils ont la sécurité de ces Occidentaux. D'accord. Ah oui? Patrice Biloua, ici. Oui, pour sortir des fausses codines du gouvernement mondial, donc de l'impérialisme, il faut que l'Afrique se réapproprie sa culture. Parce que chaque peuple a une cosmogonie. Et cette cosmogonie part de l'expérience, de l'observation et de tout un tas de paramètres. Donc, quand vous avez des gens qui viennent vous dire que Dieu a créé un soleil et une lune, alors que c'est tout à fait faux, et vous continuez à croire à leur dogme, c'est que vous êtes complètement emprisonné, donc formaté. L'Afrique, pour sortir, pour être indépendante, doit d'abord être culturellement libre. D'accord. Ambroise Médard? Oui, en 30 secondes, je dirais que nous avons tous les moyens, tout le potentiel pour que nous soyons autonomes et indépendants, le continent africain. Mais que nous, Africains, acceptons d'être nous-mêmes, à savoir la vérité. La vérité, c'est que nous devons déjà, je ne voudrais pas appeler ça révolte, mais nous devons déjà prendre conscience de ce que c'est nous-mêmes qui pouvons impulser notre développement. Merci beaucoup. Bonjour Info TV, il est vrai que nous avons reçu d'autres cultures du fait de la colonisation. Merci. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de mettre les problèmes de notre continent sur le dos de la religion. Nous avons le devoir de choisir ce qui est vrai et important pour avancer tout en gardant notre identité africaine. Nous n'avons pas quand même reçu que du mauvais. Steve de Nkwaba nous a écrit, il dit, nous avons à gagner à être ouverts aux autres, mais sachons faire la part des choses. Merci. Alors, l'autre message, bonjour, le patriarche parle de voiture personnelle. Avec quoi l'a-t-il acheté? Avec mon salaire. C'est Emmanuel qui s'interroge. Avec mon salaire, et à l'époque, les fonctionnaires avaient le droit de prendre un crédit pour acheter un véhicule. Malheureusement, nous sommes partis pour cela. Bien, bonjour le plateau. Le commissaire Villois est en train de dire ces choses. Tous les anciens policiers le connaissent. Et puis, parlant de Cléda, ce dernier a déjà été reçu plusieurs fois par BIA. Bonjour Info TV. Dites à Biloua ici qu'il n'y a pas de façon de penser comme les Blancs en Afrique. La nouvelle élite africaine s'enracine en Afrique et africaine, n'en déplaise à nos présidents. Le réveil de l'Afrique est imminent. Mal Alioum nous écrit depuis Marois. Bonjour à tous sur le plateau. L'Afrique n'est pas autonome dans le fond parce qu'elle souffre encore du néocolonialisme. Bonjour à vous sur le plateau. Tout le panel. L'autonomie veut dire détruire le franc CFA et créer un autre franc à Pau depuis Yerban à Dawana. Merci. Bonjour à tous sur le plateau. Comment l'Afrique est-elle autonome lorsque ses dirigeants sont des néocolonialistes, lorsqu'ils ignorent les cultures, lorsqu'ils copient tout ce qui est d'ailleurs et bêtement pour l'implémenter chez nous? Nous ne sommes pas des modèles d'ailleurs, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Afrique n'est pas autonome pour finir. C'est Flore qui nous écrit depuis Douala. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour ceux qui ont écrit et dont les messages ne seront être lus pour l'instant parce que notre moment est achevé. Notre temps de vous dire au revoir est arrivé. Le temps de dire également merci à Ambroise Médard Manga pour la disponibilité. Au Patrice Biloua ici. Je remercie tous ceux qui ont écrit.
quoi qu'ils aient écrit. Merci également à toute l'équipe technique, mesdames et messieurs. Donnons-nous rendez-vous demain à partir de 10h00. Au revoir et bonjour.